Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste votre métier de level designer? Oui, bien sûr. Alors le métier de level designer, donc c'est un métier qu'on peut retrouver dans l'industrie du jeu vidéo. Un métier plutôt créatif et aussi un peu technique quelquefois. C'est-à-dire donc le level designer, c'est celui qui va créer l'espace de jeu. On peut appeler ça la map, l'environnement de jeu, d'un point de vue gameplay. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, dans un jeu en 3D, on va créer le chemin principal du joueur, où c'est qu'il va devoir passer. Alors quand je dis créer, il y a deux phases principales. La première, c'est par design, c'est-à-dire des documents, des intentions de jeu, qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans le jeu. Et la deuxième partie, c'est vraiment la création dans un moteur de jeu, un logiciel en fait sur l'ordinateur, pour construire cet environnement. Donc d'un point de vue gameplay, c'est-à-dire en prendre un exemple d'un jeu d'aventure classique, parce que forcément le level design est différent d'après les genres de jeu. Mais on va te dire où commence notre personnage, quel est l'objectif, quelle est la destination, qu'est-ce qu'il va retrouver en chemin, s'il y a des ennemis, où c'est qu'ils sont placés, s'il y a des événements principaux ou des cinématiques qui doivent se déclencher, à quel moment elles vont être posées, que ce soit dans un moment de temporalité ou dans un espace de jeu. Et donc l'espace de jeu, c'est par exemple modéliser en 3D simplifié l'environnement du jeu. Et par la suite, des artistes viendront designer les vrais modèles 3D définitifs et viendront remplacer nos cubes 3D pas bien jolis par ces environnements finaux. Et il y a aussi la partie un peu technique, c'est-à-dire déclencher tout ce qui est scripting, les triggers, les éléments techniques, c'est concrètement le joueur arrive dans telle salle, les ennemis tombent du plafond par exemple. Donc c'est un événement qu'il va falloir déclencher. On va utiliser des outils que les programmeurs auront créés. Le level designer ne va pas coder des lignes de code, mais il va régler des paramètres, déplacer des boîtes d'interaction, etc. pour justement créer cet environnement d'un point de vue gameplay. Il y a beaucoup de communication dans le métier de level designer avec les artistes, avec les programmeurs, avec les game designers, ceux qui créent vraiment les règles du jeu. Voilà, donc c'est un métier qui est vraiment intéressant et très varié suivant les projets sur lesquels on travaille. Finalement, est-ce que ça a été une évidence pour vous de travailler dans ce domaine-là, dans les jeux vidéo? Oui, complètement, mais depuis le début, en fait, c'est ce que je voulais faire et ça a pas changé. Même si on voit d'autres aspects, créer un jeu, c'est long, très long. Ça peut prendre en moyenne, je dirais 1 an et demi pour les moyennes, hein. On voit un jeu du début à la fin, on voit toutes ces étapes et quand un jeu est sorti, on n'a pas envie d'y jouer. Enfin, moi, j'ai pas envie d'y jouer parce que j'aime bien le jeu, c'est un peu la découverte, la surprise. Et là, il y en a vraiment zéro de chez zéro. Je sais même comment sont placés les éléments de chaque jeu. Donc voilà, mais oui, travailler dans le jeu vidéo, c'est super intéressant et en fait, moi, je me vois pas faire autre chose parce que j'aime bien la créativité. Alors peut-être il y aura d'autres questions là-dessus, mais c'est une créativité sur le temps long, les jeux vidéo. Comme je disais, 1 an et demi, 2 ans, pour finalement faire un produit qui va être joué maintenant, la durée de vie d'un jeu, c'est quand on joue tranquillement, c'est quelques semaines, quoi. Donc c'est travailler sur un projet qui dure 2 ans pour quelques semaines. Alors déjà, c'est mieux qu'un film, on va dire, parce qu'un film, on le voit dans une journée, c'est fini. Mais voilà. Il y a d'autres aspects créatifs qui m'intéressent dans les jeux de société, dans la photographie, qui paraît des jeux vidéo, mais qui est de la créativité, où justement, il y a un peu plus d'instantanéité. C'est-à-dire, on va créer quelque chose, et pour la photo, c'est dans la journée même pour retoucher les photos ou quoi, et dans le jeu de plateau, c'est quelques semaines, quelques mois, c'est beaucoup plus rapide d'avoir un résultat final et d'y jouer en fait, enfin ou quasi final, que dans le jeu vidéo c'est très très long et 50% du temps, un peu moins j'espère, quelquefois c'est incertain, quelquefois les projets sur lesquels on travaille ne vont pas sortir, quoi. Et ça c'est un peu plus frustrant pour la suite. Mais oui, l'univers des jeux vidéo c'est ce qui m'intéresse toujours. Bien, c'est parfait. On va passer à la suite et revenir sur un travail que vous avez fait. Vous avez travaillé chez Casus Ludi et pouvez-vous nous parler un peu plus du job? Oui, bien sûr. Alors Casus Ludi, au début je ne les connaissais pas, enfin c'est un studio que je connaissais pas, et quand j'ai voulu travailler chez eux,
Donc j'ai passé un entretien, ils m'ont présenté le projet sur lequel ils travaillaient, donc Blanc, qui est un jeu vidéo d'aventure dans lequel on peut incarner un louveteau ou un bébé fan, et ils se baladent dans la neige, ils suivent les traces de leurs congénères, donc ils doivent les retrouver à la fin, ils vont essayer de les retrouver. Et donc ce projet m'a vraiment plu, parce que c'était vraiment le genre de jeu que j'aime bien, un jeu d'aventure. Il y a de l'exploration, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et du coup, Casus Ludi, j'ai travaillé chez eux en 100% télétravail, comme level designer. Alors cette fois-ci, c'est une phase particulière de la production, c'est-à-dire c'est plutôt sur la fin, donc on m'a appelé vraiment pour ce qu'on appelle polish le jeu. Polish, c'est l'amener à sa version finale de bonne qualité, quoi. Parce que les niveaux globalement étaient quasiment tous terminés et il manquait beaucoup de travail sur la navigation et plein de choses, la gestion des caméras, l'affordance en fait dans la façon de se déplacer. Alors l'affordance, c'est quand on voit quelque chose, un objet ou une situation, qu'est-ce que ça nous évoque et ce que ça nous évoque, ça doit paraître crédible, quoi. Par exemple, je me déplace, je vois une grosse falaise, a priori, suivant les capacités de mon personnage, je vais pas pouvoir la grimper dessus, quoi. Je vais devoir la contourner. Au contraire, je vois qu'il y a des arbres, il y a un trou au milieu de la forêt, on dirait qu'il y a un passage. À mon avis, je vais pouvoir passer par là-bas pour explorer. C'est ça, c'est quelle sensation on a quand on rencontre une situation, qu'est-ce que ça nous évoque, est-ce que ça nous paraît cohérent ou logique de faire telle ou telle action. Et donc j'étais appelé sur cette fin de production qui initialement devait durer quelques mois. Alors sur tous les contrats dans lesquels j'étais appelé, on m'a dit ça va durer 3-4 mois et ce sera fini. Et souvent ça a tout le temps duré plus d'1 an. Donc Casus Ludi, c'est un peu pareil, on m'a dit, donc j'étais embauché en avril 2022, on m'a dit dans l'été, juillet, août, ça sera terminé. En fait ça s'est prolongé juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, jusqu'à la sortie du jeu. Parce que justement, j'étais là aussi en support en level design pour aider et faire les tâches un peu on va dire de construction pour laisser un peu plus de temps et de liberté au directeur créatif pour bien exercer son métier, quoi. Et donc du coup là-dessus, j'ai travaillé sur Unity, le moteur de jeu, que j'avais déjà travaillé auparavant sur ce projet. Donc il y a plusieurs niveaux, on travaille en équipe, 100% télétravail et ça a très bien fonctionné. Casus Ludi, c'est pour moi une très très bonne expérience professionnelle et personnelle, où justement c'est un studio une entreprise dans laquelle on prend compte que c'est vraiment des personnes qui travaillent et qui ont une vie à côté, c'est-à-dire il n'y a pas ce qu'on appelle dans le jeu vidéo des périodes de crunch ou quoi, où parce qu'on est mal organisé, on force les gens à travailler plus et faire des heures supplémentaires. Quand c'est payé, ouais, ça passe plus ou moins. Quand c'est pas payé, ça passe pas du tout. Mais voilà, maintenant il y a de moins en moins ça. Et justement dans Casus Ludi, c'était très bien organisé au point que s'il nous arrivait quelque chose, on a besoin d'une journée ou autre, oui, on pouvait, sans forcément avoir besoin de poser des jours de vacances des semaines à l'avance. Et donc cette philosophie de travail qui est vraiment très agréable, aussi sur la communication. Les réunions, on les fait une fois par semaine, mais simplement celles qui sont essentielles. L'équipe est bien proportionnée. Alors, j'ai plus compté exactement, mais c'est autour d'une dizaine de personnes sur ce projet-là. Donc c'est très bien. Il n'y a pas trop de personnes, donc on se marche pas sur les pieds, etc. Parce que souvent, quand on est en level design et qu'on est une équipe de level designers, moi je travaille sur un niveau, mais un de mes collègues aussi doit travailler sur le même niveau. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça marche plus ou moins bien, les techniques, on est à deux sur un même niveau et que tout est bien sauvegardé, donc généralement on laisse le niveau à une autre personne. Là, chez Casus Ludi, c'était pas le cas parce que j'étais level designer principal, donc en gros on était 2-3 sur une dizaine de niveaux, donc on pouvait rouler, on pouvait tourner. Donc ça s'est vraiment très bien passé, très bonne communication, très bonne expérience, et les personnes qui travaillent là-bas, c'est aussi la sensation que j'avais, c'est des personnes matures dans la façon d'aborder le travail, en fait. C'est pas simplement
des patrons et une équipe très très jeune. Et du coup, quand il y a une équipe très très jeune, on manque un peu alors, on a de l'expérience en termes de technique dans notre propre métier, mais en termes d'expérience, de travail d'équipe, travail salarial, etc., on a moins d'expérience. Et je pense, chez Kazushudi, ils ont une très bonne expérience là-dessus, avec des très bons chefs de projet, très bien organisés. Et c'est ce qui a fait que le développement était fluide, agréable, et mon contrat s'est terminé, mais si c'est un des studios dans lequel, si je devais retravailler, j'y retravaillerais parce que c'était vraiment une très bonne expérience. Bon, à part Blanc, quels ont été les autres jeux sur lesquels vous avez travaillé? Oui, bien sûr. Alors, pour reprendre les plus récents aux plus anciens. Alors, le plus récent, il est sorti hier. C'est Route 96 Miles 0. Alors, sur celui-ci, c'est celui sur lequel j'ai travaillé le moins. J'ai travaillé seulement 2 mois, en fait. Au tout début de la production. Donc, c'était en début d'année 2022. Donc, j'étais retourné chez DigixArt pour travailler sur ce projet-là. Et à ce moment-là, donc c'était un peu complexe parce que je donnais des cours dans des écoles à mi-temps et je travaillais, alors à mi-temps c'était une demi-journée par semaine, et je travaillais à plein temps chez DigixArt. Donc plein temps plus mi-temps, enfin ça fait un peu trop. À l'origine, j'aurais pas dû travailler autant, mais les contrats fait que je faisais des semaines très chargées et c'était tellement chargé que j'ai préféré dire chez DigixArt je m'arrête pour ce projet et j'ai attendu qu'ils embauchent un nouveau level designer pour partir, et ils ont bien compris et ils ont bien accepté ça. Donc pour revenir au jeu, Miles 0 de Road 96, donc le jeu qui est sorti il y a très peu de temps. Donc c'est un projet qui mixe 2 univers, celui de Road 96 et une autre licence qu'avait fait DigixArt il y a plus longtemps, qui est Lost in Harmony, qui était un jeu musical. Donc ils ont mélangé les deux pour faire des niveaux musicaux dans Road 96. Donc c'est un peu le nouveau jeu qui est sorti sur toutes les plateformes. Et donc j'ai vu quelques extraits. Donc l'équipe a vraiment fait un travail fabuleux là-dessus. Et c'est ça qui est super intéressant de voir quand j'ai quitté le studio à quelle étape du projet c'était, et de voir le résultat final, c'est vraiment impressionnant. Donc celui-ci, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc Blanc qui est sorti juste avant, qui est sorti au mois de février. Donc chez Kazushudi, sur lequel j'étais level designer. Avant ça, j'ai travaillé donc chez Monicat, mais qui n'ont pas sorti le jeu. Du coup, je peux pas en parler vu qu'il n'y a pas de version jouable ou appréciable. Et avant ça, j'ai travaillé chez Drome, mais le jeu n'est pas sorti. Un jeu sur l'écologie sur mobile. Et sinon, les autres jeux qui sont sortis, donc c'était quand j'ai travaillé chez Gloomywood, donc c'était à Lyon, sur le projet Too Dark. Donc le pitch, il peut faire un peu peur, mais il faut pas. C'est un jeu dans lequel on incarne un ancien policier qui doit aller sauver des enfants qui ont été kidnappés par des serial killers. Donc dans ce jeu, les enfants peuvent mourir. C'est assez innovant et c'est dans certains types de jeux, ça ne peut pas arriver. Mais heureusement, ce jeu-là était technologiquement très intéressant, très riche. C'était un jeu avec des personnages en voxel, dans un décor en 2D vu de dessus, avec un éclairage en 3D. C'est vraiment, ça mélange tous les aspects, c'était vraiment très, très original et très enrichissant. Et donc dans ce jeu-là, sur ce projet-là, j'ai travaillé pendant presque 1 an et demi comme level designer. Et sur la fin, on va dire un peu test QA. Le QA, c'est l'assurance qualité. C'est-à-dire tester, si on trouve les bugs, les lister, les répertorier. Et si c'est des bugs de level design, les corriger à soi-même. Si c'est d'autres bugs, les transférer à d'autres corps de métier. Et avant ça, j'ai travaillé donc, chez CCSP sur plusieurs projets, mais le principal c'était Binge Runner, un jeu de course dans lequel il fallait éviter avec notre personnage de boire des boissons alcoolisées. Donc il y avait des boissons alcoolisées sur le chemin et il fallait les éviter, sinon notre écran devenait trouble, les contrôles s'inversaient, enfin c'était injouable. Et c'était un serious game.
pour sensibiliser les plus jeunes personnes, enfin les plus jeunes non, pas forcément les plus jeunes, pour sensibiliser aux effets de l'alcool en fait, à travers le jeu vidéo. Donc on jouait au jeu et c'était un prétexte pour entraîner les discussions. Donc voilà, j'ai travaillé sur plein de projets, donc au final 4 jeux qui sont sortis dans le commerce sur PC et console. Donc dans l'ordre du plus ancien au plus récent, donc il y a eu Too Dark, Eleven Memories Retold. Alors, je vais peut-être skipper dans mes explications, mais j'ai retravaillé encore chez DxArt entre temps. Road 96, Miles 0 et Blanc et après Road 96. Donc voilà, 4 jeux qui sont sortis sur 8 ans de travail. Donc ouais, voilà, ça fait à peu près un jeu tous les 2 ans. Et si les autres jeux sur lesquels j'ai travaillé seraient sortis, bah, ça en aurait fait 6 en 8 ans. Donc voilà à peu près la moyenne des productions de jeux vidéo. On sent quand même votre grande expérience. Quel est le jeu sur lequel vous avez travaillé que vous êtes le plus fier? Le plus fier c'est particulier. Tous, je suis fier en fait de leur travail. Il n'y a pas un projet sur lequel je me suis dit ah non, c'est dommage qu'il sorte. Mais le plus intéressant, je pense c'est Too Dark quand même. Parce que c'est vraiment mon premier vrai projet, vrai projet professionnel, avec une équipe, pareil, des gens aussi qui débutaient plus ou moins dans le jeu vidéo. Et donc c'est mon premier vrai projet de jeu vidéo abouti. Donc c'est vraiment Too Dark. On va dire en coup de cœur, le premier. J'avais une question avant de passer à la suite. Vous avez travaillé dans plein de studios différents. Et est-ce que chaque studio travaille un peu de la même façon, où il y a des variantes, des philosophies différentes? Oui. Et c'est super intéressant de parler de philosophie de création, parce qu'il y a des jeux des entreprises qui ont des philosophies aussi bien créatives que de gestion d'équipe, etc. Et oui, globalement ça se ressemble, mais il y a eu des grosses différences, et on va dire en positif ou négatif. Donc je vais simplement parler du positif, parce que le négatif, c'est pas intéressant, et c'est ce qu'il faut éviter dans les studios de jeux vidéo. Donc le côté positif sur lequel j'ai travaillé, c'est quand il y a une bonne communication, aussi bien des membres de l'équipe, mais quand ce qu'il faut faire, ce soit clair en fait. Je sais, je travaille sur tel jeu, donc en tant que level designer, je travaille sur tel niveau, plus spécifiquement sur tel ou tel challenge, et je sais que, par exemple, j'ai tant de temps pour réaliser ça, quelques jours ou quelques semaines, et ensuite le travail va être présenté à quelqu'un qui va me donner des retours pour que je modifie certaines choses. Et quand c'est suffisamment abouti, ça peut passer sur d'autres corps de métier ou autres, ou peut-être que j'ai besoin, en tant que level designer, en fait, on va travailler avec par exemple, on va dire un jeu d'aventure. Prenons un exemple connu, Uncharted, sur lequel on incarne un aventurier qui doit explorer, qui a plusieurs capacités principales: le déplacement, le saut, l'utilisation du grappin, etc. Et par exemple, en tant que level designer, par exemple, si on aurait travaillé sur le premier Uncharted ou quoi, on va dire la capacité du grappin, on l'a pas encore terminée, ou alors elle est terminée, mais le balancement c'est pas exactement ça, donc ça va être amené à modifier. Donc on doit commencer à concevoir nos niveaux en sachant que cette mécanique de jeu n'est pas terminée en fait. Et donc ça, c'est intéressant quand il y a une bonne communication dans le studio, on peut mieux se projeter, mieux organiser notre travail. Et donc cette philosophie aussi de je te fais confiance dans ton corps de métier. Tu es un designer, je te fais confiance pour la créativité. Tu es un ou une artiste, je te fais confiance pour la qualité graphique, la version finale de ton modèle. Tu es un programmeur, je te fais confiance sur ta capacité à produire cette fiction de jeu, ou à m'expliquer comment elle fonctionne techniquement. Et donc là-dessus, c'est très intéressant quand dans les studios de jeux vidéo, on fait confiance au domaine d'expertise des gens en fait. Dans d'autres studios, ça va être beaucoup plus dirigiste, et on va dire tu fais ça comme ça, non tu modifies ça, non tu modifies ça, et quelquefois ça n'a pas de cohérence. On fait quelque chose juste parce que quelqu'un nous l'a dit, mais créativement ou artistiquement,
c'est assez pauvre en fait, ça pourrait être bien mieux. Alors pauvre, bon, ça va, on pourrait faire mieux, mais de toute façon dans le jeu vidéo on peut toujours faire mieux, mais quelquefois c'est contre-intuitif ou c'est moins bien, mais vraiment c'est pas jouable presque. Même enfin des fois c'était au point que ce ne soit pas jouable. Et donc dans ces cas-là, c'est très compliqué quand même en discutant on ne peut pas faire changer d'avis, même avec des arguments forts en fait. Et donc dans ces studios de jeux vidéo, on se dit c'est sur un cas particulier ça peut passer, mais quand c'est injustifié ou autre, et quand c'est injustifié et mal organisé, c'est pas un studio dans lequel on a envie de travailler en fait. Parce qu'il y a un peu le travail personnel qu'on te fournit, c'est comme dans tous les corps de métier, on a envie d'être écouté, de ce qu'on fait a du sens. Et donc ça, dans les studios de jeux vidéo, c'est très important en fait. Est-ce que vous avez eu toujours que des bonnes expériences? Il y a eu parfois peut-être des moments un peu plus compliqués à gérer? Oui, il y a toujours des moments compliqués. Personnellement, je me dis, quand il y a un moment qui est compliqué, alors ça dépend de pourquoi il est compliqué. Si c'est compliqué parce que la tâche... alors généralement, le truc le plus complexe, c'est la gestion du temps. C'est dans tous les projets de jeux vidéo, le truc qui va vous arrêter, n'importe quel corps de métier confondu, c'est le temps. La prochaine version à livrer à l'éditeur, c'est dans 2 mois. On doit livrer par exemple tel niveau, donc les level designers doivent bien avancer le gameplay, les artistes aussi, les sound designers qui font la musique aussi, les programmeurs aussi. Et donc tout ça qui fait que la gestion du temps peut être complexe, et ce qui est normalement, et c'est ce que j'ai vu avec l'expérience, quand il y a des bons producteurs, les chefs de projet, etc., qui gèrent bien le travail de chacun et comment ils se partagent le travail et comment on communique avec les personnes, quand c'est bien géré, tout se passe de manière fluide et en fait on n'a pas à s'inquiéter de ça. Au contraire, quand c'est moins bien géré, c'est plus les personnes individuellement qui vont gérer soi-même leur temps. Et on peut gérer soi-même son temps sur les tâches qui ne touchent que nous-mêmes, mais quand on dépend de quelqu'un d'autre, on va dire j'ai besoin que tu m'aides, mais l'autre personne va dire c'était pas prévu, enfin j'avais pas prévu ça va me mettre en retard quoi. Et là c'est ce qui peut être compliqué. Mais je pense maintenant dans toutes les productions modernes, bien organisées, y a plus ces genres de problématiques et ça se passe relativement bien en fait. Je vais revenir sur ce que vous dites. On sent quand même toute votre expérience acquise avec tous les studios dans lesquels vous avez travaillé. Mais s'il y a un studio dans lequel vous rêvez de travailler, ce serait lequel? Alors je veux dire un rêve qui est très loin, mais plus loin que ça, géographiquement en plus c'est compliqué, c'est chez Nintendo. Alors, je fais exprès de dire Nintendo pour plein de raisons. Déjà Nintendo parce que c'est un studio qui, quand je parlais aussi d'inspiration, que les jeux de vidéo ne devraient pas s'inspirer forcément d'autres jeux vidéo pour être plus créatifs. Nintendo, ils ont vraiment une culture, une création qui est très ancienne, parce qu'à l'origine ils faisaient des jouets, des jeux. Et ça, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais ça a peut-être plus de 100 ans, Nintendo, enfin c'est très ancien. Et donc il y a eu toutes ces évolutions, et Nintendo a été, pas seulement en termes d'innovation, mais en termes de révolution, en sortant des consoles de jeux, des consoles de jeux portables, la DS, etc., les écrans tactiles. La Nintendo DS est sortie avant les iPads et avant les smartphones. Les smartphones, c'était 2007, la DS, c'est 2006. Donc jouer sur un écran tactile, ça vient en premier Nintendo et après des jeux mobiles. Donc c'est ça, il faut vraiment imaginer la révolution. Et les jeux Nintendo, une composante très forte en gameplay. Et ce qui m'avait marqué par exemple sur les jeux récents de Mario Odyssey, c'est que tous les éléments de décor sont interactifs. Un parasol, je vais pouvoir rebondir dessus. Une fleur, je vais pouvoir la déterrer, je vais pouvoir trouver une pièce. Enfin, tout est interactif, il y a beaucoup de gameplay, tout est clair. Et c'est les jeux Nintendo où même les joueurs, même les non-joueurs en fait, quasiment tout le monde a entendu parler de Mario, même s'ils n'ont jamais joué. Ah oui, Mario, je sais ce que c'est dans le jeu vidéo. Et donc c'est vraiment, on va dire oui, l'entreprise idéale. Alors je sais pas dans le détail comment ils travaillent ou quoi, et je parle pas japonais,
mais on va dire c'est idéal dans côté rêverie, dans l'imaginaire. C'est travailler sur un projet Nintendo. Après, c'est d'un autre côté, je dirais en fait non, j'ai pas envie de travailler chez Nintendo. Et je vais expliquer pourquoi. C'est qu'on travaille dans un jeu vidéo, comme je disais, on connaît de A à Z, on connaît tout par cœur. Et du coup, admettons que j'aurai la chance immense de travailler sur le prochain Mario ou le prochain Zelda, mais en fait, je le connaîtrai par cœur et je pourrai jamais le découvrir en tant que joueur. Et ces genres de jeux, c'est fantastique à découvrir, enfin pour moi. Donc d'un côté, j'ai envie de travailler chez eux, mais d'un côté, j'ai pas envie de travailler sur les jeux sur lesquels j'aimerais jouer. Donc c'est vraiment très paradoxal, mais c'est ma sensation à ce moment-là, quoi. Si vous deviez faire un top 5 ou top 3 de vos jeux de tous les temps, ce serait quoi? Alors, top 3. Alors, en premier, jusqu'au mois de mai prochain, c'est Zelda Breath of the Wild. Ça, c'est mon top 1. Top 2. Je dirais... Non, j'aime bien. En fait, c'est plusieurs jeux. C'est la série des Metal Gear Solid. Peut-être en préférence quand même le 5 parce qu'il a bien innové en termes d'infiltration open world. Mais j'ai beaucoup apprécié dans le... Il y a vraiment des surprises en game design, hein, que ce soit dans le 3 ou dans le 2. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc la série des Metal Gear Solid. Et ensuite, je dirais Chrono Trigger, que j'ai eu sur Nintendo DS, qui est pour moi le RPG avec les voyages dans le temps le plus cohérent, le plus intéressant. En plus, graphiquement, ça fait ressembler à c'est par les créateurs de Dragon Ball Z, donc je retrouve graphiquement des personnages vraiment que je connais qui sont vraiment intéressants. Et même dans on va dire le comportement des personnages, il y a cet esprit d'aventure, créer son équipe, avec les voyages dans le temps qui sont vraiment formidables, et avec beaucoup de surprises aussi dans le level design, dans les niveaux de jeu. Donc ça serait peut-être mes top 3 des jeux. Sinon, j'ai un peu des coups de cœur, mais c'est parce que j'étais plus jeune, donc c'est les premiers jeux sur lesquels j'ai joué. Il y a Spyro le Dragon sur PlayStation, j'ai joué au premier, au deuxième, au troisième. Et aussi, quand j'étais plus jeune, la série des Pokémon, parce que c'est une licence super connue. Mais à l'époque, il était sorti sur Game Boy Color, je l'avais pas encore. Et quand j'ai eu la Game Boy Advance, c'était Pokémon Ruby Saphir à l'époque. Et c'était ma première fois que je jouais au jeu Pokémon, et j'ai dit waouh. Et plus tard, même quand j'étais plus grand, on me disait tel genre de jeu, Mario c'est un jeu de plateforme, Forza c'est un jeu de course de voiture, et Pokémon c'est quoi? Pokémon c'est Pokémon. Non, en fait Pokémon c'est un RPG. Et pour moi l'univers était tellement impressionnant, j'étais tellement dedans que je savais même pas que on pouvait le qualifier d'RPG, alors que si, quand on analyse vraiment, c'est un RPG en fait. Et ça voilà, c'était quand je commençais à lister les différents genres de jeux et les découvrir, quoi. Si vous pouviez revenir 10 ans en arrière, qu'est-ce que vous diriez à votre vous d'il y a 10 ans? Alors il y a 10 ans en arrière, alors pour faire un petit calcul, donc j'étais en plein milieu de mes études. Et j'étais en fin de première, en première année d'études du jeu vidéo. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, t'inquiète pas, les périodes de chômage entre deux contrats, c'est un temps qui peut être plus ou moins long, mais t'inquiète pas, au final tu vas quand même trouver quelque chose. Parce que c'est vrai quand on n'a pas conscience de ça, on se dit je fais des études, je vais trouver mon stage, et là où j'ai fait mon stage, ils vont m'embaucher en CDI, c'est trop bien. Eh ben non, en fait en stage, ils t'embauchent pas forcément, et c'est pas forcément un CDI que tu vas avoir. Donc tu vas pouvoir forcément changer, et entre-temps, la période la plus longue en fait, je pense la première fois, c'était à la fin de mon stage, et avant que je commence chez Gloomywood, donc j'ai fini mon stage en décembre, et j'ai travaillé chez Gloomywood en juin ou juillet. Donc c'est bien passé 6 mois, et c'était la première fois où j'étais vraiment chômage. Mais un chômage sans avoir travaillé, donc un chômage avec 0€. Donc c'est un peu particulier. J'ai été étudiant,
quand on est étudiant, on a souvent les périodes, les vacances d'été qui durent 2-3 mois. 3 mois, c'est quand même pas mal, mais des fois, ça peut durer longtemps. Et là, c'est pendant 6 mois, j'avais vraiment rien. Et je me rappelle, alors c'est une anecdote vraiment particulière, mais je suis chez moi l'après-midi et je vois sur mon réveil, c'est marqué 14h30. Et je me rends compte que j'ai jamais vu 14h30 sur mon réveil en semaine. Parce que j'étais toujours des cours dans les écoles, où quand je voyais cet horaire-là, bah, c'était le week-end, quoi. Et je me suis dit, mais purée, mais en fait, ouais, qu'est-ce que je fais, quoi. Et donc, donc j'ai fait un projet personnel, Gravity Labyrinth, un jeu de plateforme en 3D dans lequel le sens de gravité peut s'inverser. Et donc j'ai tout fait, j'ai tout codé, j'ai tout fait le game design, le level design. Par contre, j'ai acheté les animations et les packs graphiques parce que je suis pas artiste ni animateur, mais j'ai construit ce projet-là. Et c'est ce qui m'a maintenu jusqu'au prochain contrat, prochain emploi. Et c'est ce qui m'a maintenu et aussi aidé. Parce que c'est quelque chose qui est super important. Ça, c'est un conseil que je peux donner pour les étudiants dans le jeu vidéo et je pense dans les autres domaines créatifs. C'est que vous allez travailler sur des projets en tant qu'étudiant. Et quand vous allez postuler à un travail, vous allez présenter ces projets à l'entreprise. Mais si vous avez d'autres de vos camarades qui postulent aussi, ils vont présenter aussi les mêmes projets parce que c'est des projets d'équipe. Mais en gros, qu'est-ce que vous avez à apporter en plus ? Est-ce que vous avez sur votre temps libre, ou des projets extrascolaires, continuer ces projets pour les pousser un peu plus loin ? Ou est-ce que vous avez travaillé aussi sur d'autres projets à côté ? Et c'est un peu ça qui va faire la différence. Et il y a 10 ans, j'avais conscience de ça. Mais du coup, je peux pousser aussi un peu plus là-dessus. C'est multiplier dans certaines mesures, mais surtout que c'est de la qualité sur les projets que vous faites en plus dans votre corps de métier ou un peu à côté. Comme je disais, là j'aime bien les jeux de société, la photographie. Ça peut être des choses en plus pour que vous pouvez démontrer dans votre capacité, soit organiser des projets, soit en termes de créativité ou autre. Donc ouais, il y a 10 ans, je pense, les périodes de creux, te fais pas de soucis et profite de cette période pour faire plein de choses en fait, pour anticiper pour après, quoi. Et pas être juste dans un délai d'attente pour trouver un autre poste. Eh bien, comme toutes les bonnes choses ont une fin, c'était l'ultime question qu'on devait vous poser. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Personnellement, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie et toute l'équipe de Gamecast aussi, je pense. Je vous remercie pour votre écoute. Très bien, merci à vous.